Chapitre 25. Les costumes traditionnels. Les costumes traditionnels chinois font montre de nombreuses et magnifiques créations. Il y a plus de 4000 ans, la Chine a inventé la technique de fabrication de la soie. Au XVIIIe siècle, dans une Europe où l'art rococo était en vogue, des aristocrates allaient au bal en tenue chinoise et celle-ci est restée à la mode jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les costumes Tang, exposés au musée Choso-in au Japon, faits en soie souple et légère de belles couleurs, séduisent par leurs lignes fluides et élégantes d'une grande valeur artistique. Ils sont les témoins du niveau que l'art vestimentaire chinois de cette époque avait atteint. La grâce des costumes Tang. Lors d'un sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'un des moments marquants fut la séance photo où les dirigeants des pays participants apparaissent revêtus de costumes fournis par le pays organisateur. Ce fut aussi l'image la plus attendue des journalistes. Les costumes fournis par le pays organisateur devaient refléter l'esthétique et les traditions culturelles. En 2001, lors du sommet de l'APEC à Shanghai, les tenues choisies par les organisateurs chinois furent les costumes Tang. Ces apparitions attirèrent l'attention du monde entier par leur style, si caractéristique de la nation chinoise. Les costumes Tang doivent leur nom à la dynastie des Tang, une des plus prospères de l'histoire de la Chine. Cette appellation fait référence à la culture ancienne, mais ne signifie pas pour autant que le modèle ait effectivement existé à cette époque. Aujourd'hui, les costumes Tang désignent plus généralement un style traditionnel d'habillement. Les 4 caractères principaux des costumes Tang sont d'abord l'ouverture par devant et au milieu, qui descend du col en ligne droite pour l'homme et sur le côté pour la femme, et se terminant sous le bras. Cette coupe rappelle la tradition ancienne tout en mettant en valeur l'élégance. Le deuxième élément caractéristique est le col vertical qui rehausse la beauté du cou et donne une allure distinguée. Le troisième caractère vient du fait que les manches et les pans sont d'une seule pièce et qu'il n'y a pas de couture à l'épaule. Ces manches larges, se terminant en sabots de cheval, ont une fluidité gracieuse. Enfin, dernière particularité, ce sont les boutons en tissu, faits à la main et non pas à la machine, dont chacun est constitué de cordons de tissu minutieusement tressés. La plupart des costumes Tang portent un motif qui les rend plus vivants. Le motif, dessin ou signe d'écriture, s'inscrit dans la tradition. Aujourd'hui encore, lors des fêtes ou des grands événements, beaucoup portent ce genre de vêtements, car ils sont ornés du symbole de la chance et du bonheur. Un motif courant appelé Tanhua représente des fleurs, s'épaississant soit en spirale, soit en soleil. Parmi les dessins les plus représentés se trouvent la pivoine, la fleur de prunier, l'orchidée, la chrysanthème et le bambou, qui ont chacun une signification particulière. La pivoine, par exemple, est synonyme de richesse, la fleur de prunier de pureté. Parfois, des signes de l'écriture sont également brodés. Il s'agit le plus souvent des idéogrammes signifiant bonheur, fortune, longévité et double joie, dont le sens réconforte celui qui porte le vêtement. Le charme du Ti-Po. Le charme du Ti-Po, robe chinoise, portée par une femme orientale, est connu des spectateurs du monde par In the Mood for Love, un film du metteur en scène chinois Wang Jiwei. Les 26 robes portées par Zhang Mayu, l'actrice principale, déclinent des nuances de couleurs élégantes et renvoient une image de grâce et de douceur. Le Ti-Po fut créé dans les années 20 du siècle dernier à Shanghai. C'était à l'origine une adaptation de l'habit traditionnel de la femme mandchoue, empruntant aussi au style de vêtements du Sud et à la mode occidentale. Cette robe, moulante près du corps, au col haut et sans manches, fendue des 2 côtés jusqu'à la cuisse, était assortie à la mode de l'époque des cheveux permanentés, des talons hauts
des bas nylons et de la fleur garnissant le corsage. Elle met en valeur la ligne du corps féminin sans gâcher pour autant sa dignité paisible et sa délicatesse. Pendant la première moitié du XXe siècle, la robe tipo, portée sous une veste, un manteau ou un gilet à l'occidental, devint la tenue fétiche des actrices du cinéma chinois que toutes les spectatrices s'empressaient d'imiter. La séduction du tipo vient de son charme discret, coquet mais pas provocateur, et de sa grâce naturelle. Cette tenue met en valeur la silhouette de la femme orientale et dévoile sa beauté et son charme séducteur. La matière de la robe bénéficie du large choix des tissus chinois qui permettent d'en varier les couleurs et le style. La diffusion de la mode du tipo changea l'impression du caractère conservateur et monotone de la tenue chinoise. Et comme une brise fraîche, l'attrait oriental souffla aux quatre coins du monde où le tipo est resté jusqu'à nos jours un objet d'admiration. La rustique teinture à la cire. La teinture à la cire existe en Chine depuis plus de 2000 ans. Il y avait déjà, dans les marchandises échangées sur la route de la soie, des tissus teints à la cire. Et parmi les objets de la dynastie du Nord découverts dans les fouilles de la région de Xinjiang, on a trouvé des vêtements imprimés à la cire. À l'époque des Tang, la technique de la teinture à la cire se perfectionna. Ce travail, en atelier, est illustré par des peintures murales à la grotte numéro 13 du site Mogao à Doruan. Dans l'histoire des costumes chinois, la teinture à la cire fut une méthode longtemps utilisée, largement diffusée et appliquée dans de nombreux secteurs. De la région du Xinjiang à la Mandchourie, de la frontière sud-ouest aux zones méridionales du Yangtze, cette façon de teindre le tissu était assez courante, mais c'était dans le Guizhou qu'elle était la plus répandue. Les femmes de cette région affectionnaient particulièrement ce genre d'habits. Aujourd'hui, les vêtements, jupes, foulards et ceintures que portent beaucoup de femmes sont encore faits du tissu teint à la cire. La longue vie de ce procédé traditionnel est due à sa beauté naturelle et rustique. Cette méthode de teinture utilise la cire d'abeille pour préparer la fixation de la substance colorante et le résultat, ainsi obtenu, donne un effet spécifique. On commence par faire fondre de la cire d'abeille, on peint ensuite le motif sur le tissu brut avec de la cire à l'aide d'un couteau en cuivre. Une fois la cire séchée, on plonge le tissu dans la teinture bleue, puis dans l'eau bouillante pour enlever la cire. Après le rinçage à l'eau claire, un motif blanc apparaît sur le tissu bleu grâce à la cire qui a empêché la coloration de se fixer. Au cours de la teinture, la cire, en se séchant, peut laisser des traces involontaires. Ces formes de craquelures s'infiltrent dans la teinte, ce fruit du hasard de la nature, comme les craquelures accidentelles dans la fabrication de porcelaine, est considéré comme la magie suprême de la teinture à la cire. Les costumes du théâtre et de l'opéra. Les costumes du théâtre et de l'opéra constituent une partie importante des vêtements chinois traditionnels. Conçus sur la base de la tenue quotidienne du peuple, ils reflètent beaucoup de particularités importantes de la tradition vestimentaire de la Chine. Les costumes de l'opéra sont appelés xingtou dans le langage du métier. Chaque rôle a son costume attitré qui permet de reconnaître sur scène l'identité du personnage. Les différents rôles de femmes, Tingli et Huadan par exemple, se distinguent parfaitement d'après les costumes. Les Tingli s'appellent également Tiandan. Ce sont les personnages féminins importants d'une pièce, honnêtes, dignes et plus ou moins jeunes. Parmi les personnages célèbres de cette catégorie, il y a Mangjian, de la Grande Muraille s'écroule sous les pleurs de Mengjian. Il y a aussi Sun Changxian, sacrifice au fleuve. Wang Baoxian, des trois frappes à la main. Les Xinli portent généralement des couleurs sombres et souvent une robe bleue plissée. C'est pourquoi on les appelle aussi robes bleues. Les Huadan, Dan fleuris, ont des costumes bien différents. Ce sont des personnages de jeunes filles ou de jeunes femmes gaies et d'esprit vif qui s'habillent de façon plutôt coquette.
Elles sont vêtues d'une veste courte avec un gilet ou un tablier, ainsi qu'une large ceinture décorative en tissu brodé appelée sangle de bonheur, accessoire le plus ravissant des costumes de scène. Les costumes adaptés à l'identité et aux traits de caractère de chaque personnage tiennent également compte de son état psychologique. Les teen-i, souvent victimes de circonstances malheureuses, se caractérisent par des couleurs froides, correspondantes à leur portrait mélodramatique, alors que les Wedan, agiles et joviales, exhibent des couleurs vives. Les costumes de scène reflètent une esthétique traditionnelle qui privilégie le contraste de couleurs intenses. L'image de Chao Chun, personnage principal du mont Changban, reflète ce critère de beauté. Cette grande épopée raconte l'histoire de Liu Bei, futur empereur, à l'époque des Trois Royaumes de 220 à 280. Poursuivi au mont Changban par l'armée de son ennemi, il est séparé de son épouse et de son fils durant le combat. Chao Chun, seul sur son cheval, s'infiltre dans la troupe ennemie et sauve Liu Bei et son fils. La pièce montre l'héroïsme de Chao Chun, auquel personne ne peut résister. Son allure, digne de grand général, sa loyauté et surtout son courage sont pareils. Le costume du personnage incarne le rôle typique du Weishang, le militaire. Visage peint en rouge, signifiant loyauté et bravoure, cuirasse et robe splendides, cape au motif de dragon, ainsi que 4 fanons triangulaires hissés derrière le cou, dansant au rythme des mouvements du combat, dans la lumière virevoltante des accessoires du costume. C'est un personnage beau et majestueux qui est ainsi montré en scène. Les manches des costumes féminins méritent une admiration toute particulière. Longues et larges, elles créent des mouvements gracieux et fluides qui font penser aux nuages flottants et à l'eau qui coule. C'est pourquoi on les nomme shuixiu, manches de l'eau. La manipulation des manches, très délicate à maîtriser, fait partie de l'apprentissage de tous ceux qui s'initient à l'art de l'opéra chinois. Une maîtrise parfaite, en accord avec la chorégraphie du rôle de femme, produit un effet scénique remarquable. Le déploiement des manches qui virevoltent sur scène, accompagné d'un chant mélodieux, entraîne le spectateur dans un univers dramatique captivant.